D'accord, j'ai compris. Toc. Voilà, donc nous sommes ce soir sur notre 10e séance du séminaire qui en comporte, je le rappelle, 14. Et ce soir, nous allons parler, je vous ai demandé de lire, si vous avez eu le temps, ou relire bien sûr, ce formidable cas de l'Omora de Freud, donc le cas, je disais, princeps de la névrose obsessionnelle chez Freud. C'est un cas important, commencé en 1907, et Freud, par rapport à Dora, par exemple, va reprendre un petit peu sa façon de faire, et c'est là qu'il va commencer à inventer la méthode fondamentale, la méthode qui consiste à ne plus intervenir pour le patient, mais le laisser parler librement de ce qui lui vient dans la tête, de ce qui lui tombe dans la tête, der Einfall, ce qui tombe dans la tête. On a traduit en français bêtement par l'association libre, ce qui n'est pas tout à fait ce que dit Freud. Einfall, c'est ce qui tombe vraiment dans le crâne, quoi, hein, ce qui lui tombe dessus, quoi. On va passer un petit peu dans cette séance sur la question du fantasme et donc aussi de l'Omora. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que dans la prochaine séance, de la 11e séance, qu'on abordera quelle est la théorie du transfert chez Lacan. Qu'est-ce qui nous a laissé. Mais ce soir, on va parler un petit peu du fantasme. Donc, j'espère que vous avez lu le Rattenman, là, au pluriel, Ratten, hein, alors que c'est l'homme aura au pluriel. Hein, ouais, voilà. Et de la névrose, qu'on dit en français obsessionnelle, mais ce n'est pas tout à fait exact non plus. Hein, c'est la Zwangsneurose, c'est-à-dire la névrose de contrainte. C'est plus précis, névrose de contrainte. Hein, voilà. Névrose de contrainte. Alors, vous l'avez dans les offres complètes au chapitre, au volume 9, page 132, hein, Bermekungen über einen Fall von Zwangsneurose, 1909. Le cas de 1907, mais c'est en 1909. Je crois qu'on ne saura pas la suite parce que le malheureux va mourir à la guerre. Bon, alors allons-y. Poursuivons donc sur le transfert avec cette phrase de Lacan, de celle qu'il prononce dans son séminaire maintenant de 73-74, c'est-à-dire une douzaine d'années après. Son séminaire de 73-74, il l'avait intitulé « Les non-dupes R ». Voilà, les non-dupes. Il y a des dupes, il y a des non-dupes. NON, trait d'union, DU, PES. Les non-dupes, point de suspension R, du verbe errer. Voilà, ceux qui sont, dira dans ce séminaire Lacan, ceux qui ne sont pas dupes de leur inconscient R. Voilà, ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne se laissent pas attraper par cet inconscient, emmenés par l'inconscient, vont errer. Ce sont tous les gens qui ne veulent pas entrer en analyse. Par exemple, ils disent, moi, ce truc-là, non, moi je sais ce que je fais, moi je sais ce que je dis, moi je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de ça. Eh bien, ces gens-là vont souvent errer. C'est le propos, en tous les cas, de Lacan. Alors, dans les noms du père de 73-74, c'est à propos du livre de Michel Néraud, qui est quelqu'un de la SPP, qui n'est pas un lacanien, sur le transfert. À propos de son livre, Lacan va dire à ce moment-là, quelqu'un a fait, ma foi, un fort joli petit bouquin sur le transfert. Vous pouvez toujours le trouver aujourd'hui. Hein. C'est le nommé Michel Néraud, à qui j'ai dit que commencer comme il le fait par ce qu'il appelle le contre-transfert, si par là il veut dire en quoi la vérité touche l'analyste lui-même, il est sûrement dans la bonne voie, puisqu'après tout, c'est là que le vrai prend son importance primaire et que, comme je l'ai fait remarquer depuis longtemps, il n'y a qu'un transfert, c'est celui de l'analyste. Puisqu'après tout, c'est lui qui est le sujet supposé au savoir. Il devrait bien savoir à quoi s'en tenir là-dessus, sur son rapport au savoir, jusqu'où il est régi par la structure inconsciente qui l'en sépare de ce savoir,
qu'il en sépare bien qu'en sachant un bout. Et je le souligne autant que par l'épreuve qu'il en a faite dans sa propre analyse que par ce que mon dire peut lui emporter. Est-ce à dire que le transfert, ce soit l'entrée de la vérité? C'est l'entrée de quelque chose qui est la vérité, mais la vérité dont justement le transfert est la découverte, la vérité de l'amour. Voilà. Et le nom du Père, c'est le séminaire 73-74, qui est inédit. Il faudra que vous trouviez des transcriptions. Séance du 19 mars 74. Là, je parle du texte qui a été établi par l'ELP, l'École acadienne de psychanalyse, page 119-120. Voilà les références. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, il n'y a qu'un transfert, dit Lacan, à cet endroit. C'est celui de l'analyste. S'il n'y a qu'un transfert, et si ce transfert, c'est celui de l'analyste, ce n'est donc pas celui de l'analysant. Ce que pourtant Freud a cru pendant longtemps, appelant contre-transfert la réaction transférentielle seconde, donc, de l'analyste au transfert de l'analysant. En conséquence de quoi, si c'est tant soit plus celui de l'analysant, ce n'est que celui dans lequel il se trouve pris comme piégé. Lacan avait énoncé, au moment de la première séance de son séminaire, le transfert, qu'il n'y avait pas de contre-transfert, parce qu'il n'y avait pas d'intersubjectivité possible. Le sujet est seul, le sujet humain est seul, irrémédiablement seul, avec son fantasme, mais il est coupé de l'autre. Pas d'inter entre ces deux subjectivités-là. Ici, il fait plus fort. Un transfert, oui, mais un seul, celui de l'analyste. C'est très fort parce que l'analyste, l'on peut toujours se dire qu'il en sait un bout, sur la question, et qui plus est sur la question précisément du transfert. S'il en sait un bout, il pourrait faire attention, il est averti. Eh bien non. Cette affaire de la psychanalyse, ça ne peut démarrer, semble nous dire Lacan, que si lui, l'analyste, se met le premier, le seul, point d'interrogation, le seul, à transférer. Je l'entends comme cela. Il y a le transfert. Il n'y en a qu'un seul, celui de l'analyste. Parce qu'averti et que transférant quand même, ce transfert doit être bien particulier. Ce n'est pas celui de l'analysant, qui en est un autre, grand A, autre assurément. Un autre, plus bien sûr, d'emblée situé dans la dimension de l'imaginaire, un transfert freudien en quelque sorte du côté de l'analysant. Celui de l'analyste, le transfert de l'analyste, il est situé très vite, s'il le tient dans le réel. Lacan ne supportait pas ou mal que ses analysants analysaient le quitte. Il devenait, comme on disait à l'époque, il devenait pute ou féroce. Parfois, témoignage de ses élèves, les deux en même temps, pute et féroce. Il essayait de les rattraper par la manche en leur téléphonant à 6 heures du matin. Lui, Lacan, ne dormait plus depuis longtemps à 6 heures du matin. Il les réveillait pour les congédier lui-même s'il n'arrivait pas à les retenir. Je dirais que le psychanalyste, lacanien qui plus est, c'est quelqu'un qui, comme signe de Coufontaine de la trilogie claudélienne, dit non, mais trop tard. Si vous avez été voir la trilogie claudélienne, vous avez été voir signe de Coufontaine. Elle dit non, mais trop tard. Bon, je ne peux pas me développer la trilogie claudélienne là. C'est donc, c'est sa Versagung à lui. La Versagung, c'est se dire non à lui. Pour le psychanalyste. Ça se passe au moment où il meurt, le psychanalyste, où il en meurt, comme signe. Le psychanalyste, je dirais, c'est quelqu'un qui meurt au champ du transfert. À chaque fois, à chaque cas, il meurt. Et il meurt plus pour certains cas, un de temps en temps. Mais là, alors, il se suicide, voire il se saborde. Là, il a tort. Il devrait quand même savoir que ça ne sert à rien de se saborder.
Mourir discrètement, le plus discrètement possible, ça suffit. Ça lui fait les pieds. Jamais assez parce qu'il recommence. Nous n'allons bien sûr, je vous le dis maintenant, pas parler de la trilogie claudélienne des Coups-Fontaine, de Paul Claudel, donc, et qui s'égrène ainsi. L'otage, 3 romans, l'otage, le pain dur, le père humilié. C'est un choix. Je m'explique. J'espère, et c'est fortement recommandé, vous pouvez lire, que vous pouvez lire cette trilogie, ces 3 romans qui se suivent. Vous découvrirez ces personnages que sont Signe de Coufontaine, Toussaint Turelure, son époux, Louis de Coufontaine, leur fils, la polonaise Loumire, maîtresse un temps de Louis, Sichel, maîtresse de Turelure, puis épouse de Louis, ça va du père au fils, le pape, rien de moins, puis enfin Pensée de Coufontaine, la fille de Louis et Sichel, et les frères Orient et Orso, and so on. Cette trilogie occupe une place importante dans ce séminaire de Lacan sur le transfert. Elle traite du déclin de la figure du père en Occident, mais elle n'apporte rien pour notre construction ici de la question du transfert. Lacan semble même dériver de sa question du transfert, avant d'y revenir vers la fin de son séminaire. Je voudrais cependant m'arrêter sur ce qui vient d'une manière intercurrente à Lacan dans ses séances à Claudel consacrées. Il s'agit des formules du fantasme. Il s'agit des formules du fantasme, des formules au pluriel, car Lacan va construire et faire jouer devant ses auditeurs 3 formules lacaniennes du fantasme. D'abord, bien sûr, la formule générale du fantasme, mais ensuite la formule du fantasme de l'hystérique, pour aboutir finalement et différentiellement à la formule spécifique de l'obsessionnel. Allons-y. Voici la formule générale du fantasme. Je vais la laisser un peu près là-bas. Elle est où? Voici la formule générale du fantasme. Je ne sais pas si ça peut se voir. On voit quelque chose là? Attendez. Où c'est le... Voilà. En haut. Vous voyez à peu près? Vous ne voyez pas? Vous voyez mon petit bout de papier? En haut, c'est la formule générale du fantasme. S barré, poinçon, petit a. Ça se lit comme ça. Hein? Voilà. Voici la formule générale du fantasme que vous connaissez bien, où du côté gauche de la formule, vous avez la position du sujet, du côté droit, celle de l'autre, grand A. S barré, poinçon, petit a. C'est bon? Voilà. S barré, poinçon, petit a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le sujet rencontre son objet petit a, il en reçoit un effet radical. Ça le poinçonne, ça le divise, ça peut le ravager. En tout cas, ça le taraude. Il se met à désirer. Eh bien, Lacan, qui rappelle que le poinçon, logiquement, peut se lire poinçon, mais aussi bien coupure de ou encore désir de, va produire la formule du fantasme de l'hystérique comme suit. La formule de l'hystérique, fantasme de l'hystérique, c'est la deuxième formule, vous voyez, oh oui, on la voit bien là. C'est petit a sur moins phi, poinçon, grand A. Petit a sur moins phi, poinçon, grand A. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour l'hystérique, ce n'est pas pareil. La castration du phallus imaginaire, elle s'assoit dessus. Elle arbore souvent un sacré culot. Elle est rebelle, provocante, car elle ne se sent pas atteinte par la castration. Mais au contraire, elle s'expose comme phallique, phallicisée, que ça se voit ou que ça se cache. Bref, elle n'en veut rien savoir de la castration. Elle présente ses seins à qui veut bien les lorgner, ses fesses à qui s'y intéresse, se fait charmante, charmeuse, intelligente, unique,
diamant sur un tas de fumier, lequel se résume sous son regard au reste de l'assemblée, voire du monde. Les autres, quoi, les autres. Les autres femmes, tout spécialement. En un mot, elle s'assoit sur le phallus imaginaire. Et si elle s'y empale même, ce qui lui donne cette rigidité physique ou de caractère, d'attitude. Girl égale phallus, rappelait Lacan. C'est pour mieux, incastrable, se présenter comme objet petit a, objet qui suscite le désir de l'autre grand A. Pas le sien, qu'elle ignore et dont elle ne veut rien savoir. L'autre qui est en face, qu'elle choisit comme autre, grand A, comme grand autre, qu'elle voudrait non barrer, montre-moi un peu si tu es un homme, un vrai, montre-moi un peu si je peux te choisir comme mon maître. Mais attention, un maître sur lequel je vais régner. Parce que je le vaux, parce que je le veux bien. Ça rappelle L'Oréal, hein, parce que je le vaux, parce que je le veux bien. L'hystérique cherche un maître sur lequel régner, est l'une des phrases définitionnelles de l'hystérie chez Lacan. L'hystérique cherche un maître sur lequel régner. De son désir n'ennemie. Seule sa psychanalyse pourra le lui apprendre et lui permettre d'y accéder. Sortie assurée de l'hystérie comme symptôme, sinon comme structure. Puis, c'était l'argument de Lacan, puis Lacan produit la formule du fantasme de l'obsessionnel, qui s'oppose à celle de l'hystérique comme suit. Il faut que je vous la montre, c'est la troisième formule. Voyez en bas. Ça se lit grand A barré, poinçon, grand phi, le phallus symbolique, grand phi. Facteur de petit a prime, petit a seconde, petit a tierce. Vous les voyez, hein, c'est un facteur. C'est une formule pseudo-mathématique. Hein. Grand A barré, poinçon, grand phi, facteur de a prime à seconde a tierce. Là, dans ce fantasme, le sujet est en position de grand autre, mais barré, châtré imaginairement. Pourquoi? Parce que ce qui le poinçonne, c'est le grand phi, le phallus symbolique, qui fait pour lui signifiant du transfert. Il perçoit chez l'autre, grand A, chez l'autre, et qui se représente au moyen de la question de l'objet, qui est fonction de l'objet petit a, des objets petit a, des objets en tant que métonymiques, interchangeables, et non pas de l'objet unique comme dans la recherche de l'hystérie. Ici, l'objet n'est jamais satisfaisant, jamais unique, exclusif. Et n'allez pas encore demander pourquoi, mais pourquoi donc les hommes, qui sont pour la plupart obsessionnels, ne peuvent pas se contenter du désir d'un seul objet, d'une seule femme. Vous avez ici la réponse, parce que l'obsessionnel a affaire à un objet foncièrement métonymique, alors que l'hystérique, elle ou lui, a un objet métaphorique, c'est-à-dire l'autre, grand A, comme son maître, son homme, son père. Oh my man, I love you so. Mais l'autre, grand A, lorsqu'il se présente comme phallus aux yeux de l'obsessionnel, ça le rend agressif, le dit obsessionnel. Pourquoi? Lacan s'en explique. Ce qui, dans l'obsession, nous appelons agressivité, se présente toujours comme une agression envers une forme d'apparition de l'autre, que j'ai appelée en d'autres temps phallophanique. Phallophanie. L'autre en tant qu'il peut se présenter comme phallus. Frapper le phallus dans l'autre pour guérir la castration symbolique, le frapper sur le plan imaginaire, c'est la voie que choisit l'obsessionnel pour tenter d'abolir la difficulté que je désigne sous le nom de parasitisme du signifiant dans le sujet et de restituer au désir sa primauté au prix d'une dégradation de l'autre qui le fait essentiellement fonction d'élision imaginaire du phallus. En ce point précis de l'autre, où il est en état de doute, de suspension, de perte, d'ambivalence, d'ambiguïté fondamentale, la relation de l'obsessionnel à l'objet
à un objet toujours métonymique, car pour lui, celui-ci est essentiellement interchangeable, je répète, est essentiellement gouverné par quelque chose qui a rapport à la castration, laquelle prend ici la forme directement agressive, absence, dépréciation, rejet, refus du signe du désir de l'autre. Non pas abolition ni destruction du désir de l'autre, mais rejet de ces signes. Voilà ce qui détermine cette impossibilité si particulière qui frappe chez l'obsessionnel la manifestation de son propre désir. C'était dans la séance du 19 avril 61 du transfert. Et Lacan va devoir insister sur la formule du fantasme de l'obsessionnel. Malgré cette idée générale que la névrose de base, c'est l'hystérie, au fil de son avancée, Lacan finira par dire que la seule névrose qui puisse porter ce titre, c'est la névrose obsessionnelle. L'hystérique n'étant même plus à ses yeux une névrose, mais plutôt quelque chose comme une structure de base, un discours, l'un des 4 discours, maître, hystérique, analyste universitaire, plutôt que la névrose de base. Ce qui caractérise entre autres cette névrose, l'obsessionnel, c'est l'interchangeabilité des objets. C'est cela qui ne rend pas toujours très sympathique le dit obsessionnel, un homme généralement, hélas. Lacan va mettre l'accent sur la structure du dit obsessionnel. Répéter ce qu'il y a de foncièrement substitutif, de perpétuellement éludé, dans la sorte de passé muscade qui caractérise la façon dont l'obsessionnel procède dans sa façon de se situer par rapport à l'autre, plus exactement de n'être jamais à sa place sur l'instant où il semble se désigner. La formulation du second terme du fantasme de l'obsessionnel fait très précisément allusion à ceci, que les objets sont pour lui, en tant qu'objets de désir, mis en fonction de certaines équivalences érotiques. Ce que nous avons l'habitude de signaler en parlant de l'érotisation de son monde, et spécialement de son monde intellectuel, à cet obsessionnel. Cette mise en fonction peut être notée par petit phi. Il suffit en effet de rouvrir une observation analytique quand elle est bien faite, nous dit Lacan, pour nous apercevoir que le petit phi est justement ce qui est sous-jacent à l'équivalence instaurée entre les objets sur le plan érotique. Le petit phi est en quelque sorte l'unité de mesure, où le sujet accommode la fonction petit a, soit la fonction des objets de son désir. Pour l'illustrer, je n'ai qu'à me pencher sur l'observation principe de la névrose obsessionnelle, mais vous la retrouverez aussi bien dans toutes les autres, pour peu que ce soient des observations valables. Pourquoi est-il appelé par Freud Rattenmann, l'homme au rat, au pluriel, alors que dans le fantasme où Freud, j'espère que vous l'avez lu, alors que dans le fantasme où Freud approche pour la première fois une espèce de vue interne de la structure de son désir, dans cette horreur saisie sur son visage d'une jouissance ignorée, il n'y a pas d'érat, il n'y en a qu'un. C'est lui qui figure dans le fameux supplice turc sur lequel j'aurai à revenir tout à l'heure. Si l'on parle de l'homme au rat au pluriel, c'est bien parce que le rat poursuit sa course sous une forme multipliée dans toute l'économie de ces échanges singuliers, de ces substitutions, de cette métonymie permanente dont la symptomatique de l'obsessionnel est l'exemple incarné. La formule qui est de lui à propos du versement des honoraires dans l'analyse, tant de rats, tant de florins, n'est qu'une illustration, dit Lacan, particulière de l'équivalence permanente de tous les objets saisis dans ce qui est une sorte de marché, du métabolisme des objets dans les symptômes. Elle s'inscrit de façon plus ou moins latente dans une sorte d'unité comme d'étalon or. Le rat symbolise, tient proprement la place de ce que j'appelle petit phi, en tant que quoi? C'est de l'autre côté de la page. En tant qu'il est une certaine forme de réduction du grand phi
et même de la dégradation de ce signifiant. Je fais référence à la séance du 26 avril 61, donc du transfert. Lacan ensuite va préciser comment émerge cette fonction du phallus sous des formes dégradées chez l'obsessionnel. Elle émerge, observez-le bien, au niveau du conscient, du conscient. C'est ce que l'expérience nous montre très manifestement dans la structure de l'obsessionnel. La mise en fonction phallique n'y est pas refoulée, c'est-à-dire profondément cachée, comme chez l'hystérie. Le petit phi qui est là en position de mise en fonction de tous les objets, comme le petit f d'une formule mathématique, est perceptible, avoué dans le symptôme, conscient, vraiment parfaitement visible. Conscient, conscious, désigne originellement la possibilité de complicité du sujet avec lui-même, donc aussi d'une complicité à l'autre qui l'observe. L'observateur n'a presque pas de peine à en être complice. Le signe de la fonction phallique émerge de toutes parts au niveau de l'articulation des symptômes. Voilà, toujours la séance du 26 avril. Pourquoi? Parce que, va nous enseigner Lacan, l'obsessionnel est constamment animé de cette crainte, que ça, excusez-moi la crudité, de cette crainte que ça débande. C'est la crainte de l'aphénésis, terme grec introduit par Ernest Jones pour désigner en ce domaine la disparition, l'évanouissement du désir. S'il y a donc chez l'obsessionnel cette crainte de l'aphénésis que souligne Jones, dit Lacan, c'est pour autant qu'elle est la mise à l'épreuve qui tourne toujours en défaite de la fonction grand phi du phallus. Le résultat en est que l'obsessionnel ne redoute en fin de compte rien tant que ce à quoi il s'imagine qu'il aspire, la liberté de ses actes et de ses gestes, et l'état de nature, si je puis m'exprimer ainsi. Les tâches de la nature ne sont pas son fait, ni non plus quoi que ce soit qui le laisse seul mettre à son bord, si je puis m'exprimer ainsi, avec Dieu, à savoir les fonctions extrêmes de la responsabilité pure, celle que l'on a vis-à-vis de cet autre, où s'inscrit ce que nous articulons. Toujours la même séance. Au fond de l'expérience de l'obsessionnel, il y a toujours ce que j'appellerais une certaine crainte de se dégonfler, en rapport avec l'inflation phallique. D'une certaine façon, la fonction grand phi du phallus ne saurait mieux être illustrée chez lui que par la fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. La chétive pécore, comme vous le savez, s'enfla si bien qu'elle creva. Page 306 du séminaire. Voilà ce que Lacan fait entendre de l'obsessionnel. Dans son rapport au phallus, il dit que c'est un moment d'expérience sans cesse renouvelé dans la butée réelle à quoi l'obsessionnel est porté sur les confins de son désir. À cet endroit, Lacan, concernant l'obsessionnel, vient de nous permettre d'articuler ce dont il s'agit dans la fonction grand phi du phallus, en tant que caché derrière son monnayage au niveau de la fonction petit phi. L'obsessionnel passe son temps à monnayer cette fonction grand phi qu'il fuit, celle du phallus symbolique, dans le symbolique, et de la castration donc du même nom au niveau de la fonction petit phi, celle qui vise les objets petit a en tant que substituables les uns aux autres, c'est-à-dire en tant qu'objets métonymiques pris dans la métonymie. Un déplacement continuel. C'est ça l'obsessionnalité. Car ce qu'il cherche, c'est à échapper à la castration imaginaire, c'est-à-dire moins petit phi. Il court ainsi après les objets. On pourrait dire, il les collectionne. Une femme insatisfaisante, puis une femme aussi insatisfaisante, même si c'est autrement, puis encore une autre, imparfaite encore, sans fin, sans manque, sans trou qui s'ouvre sous ses pieds, une course effrénée de surfing sur l'image de l'objet toujours renouvelée. Un collectionneur, vous dis-je, dans l'âme, un collectionneur. C'est pour ce phallus grand phi, chez l'obsessionnel, que Lacan parlera de la présence réelle.
Je répète, c'est pour ce phallus grand phi chez l'obsessionnel que Lacan parlera de la présence réelle, qui va nous intéresser par la suite. Mais alors, que veut dire le grand phi? Est-ce que je le résume à désigner la place de la présence réelle en tant qu'elle ne peut apparaître que dans les intervalles de ce que couvre le signifiant? Est-ce que de ces intervalles que la présence réelle menace tout le système signifiant? J'ai mal lu. Est-ce que de ces intervalles que la présence réelle menace tout le système signifiant? C'est vrai. Il y a du vrai là-dedans. L'obsessionnel vous le montre en tous les points de ce que vous appelez ces mécanismes de projection ou de défense, ou plus précisément phénoménologiquement de conjuration. L'obsessionnel conjure. La façon qu'il y a de combler tout ce qui peut se présenter d'entre-deux dans le signifiant. Celle dont, par exemple, le Rattenmann de Freud s'oblige à compter jusqu'à temps entre la lueur du tonnerre et son bruit. Se désigne ici de sa structure véritable. Vous avez déjà vu les obsessionnels quand ils font le jardin, ils comptent tous les plants qu'ils plantent, ils comptent tous les fruits, combien j'ai mis de fruits dans le panier aujourd'hui. Voilà. Ils ne peuvent pas faire autrement que compter pour pas qu'il y ait de trous. Pourquoi ce besoin de combler l'intervalle signifiant? Parce que là peut s'introduire ce qui dissoudrait toute la fantasmagorie. Page 309-310. Ainsi, ce phallus, comme signe du désir, se manifeste aussi comme objet du désir, c'est-à-dire objet d'attrait pour le désir. C'est aussi là qu'il y puise son ressort en tant que fonction signifiante et qu'il y opère comme signifiant. Il faut enfin y repérer ce qu'il désigne, je cite Lacan pour finir, ce qu'il désigne n'est rien qui soit signifiable directement. C'est ce qui est au-delà de toute signification possible et nommément la présence réelle, sur laquelle j'ai voulu aujourd'hui attirer vos pensées pour en faire la suite de notre articulation. En effet, cette présence réelle, on y reviendra. Voilà. Voilà sur ce passage, cette intercurrence sur la question du fantasme et le Rattenmann, donc l'obsessionnel. Alors, ouais, ben c'est bien, j'ai tenu à peu près le. Voilà, alors vos remarques, suggestions, critiques, questions. Je peux arrêter l'enregistrement? Oui.